Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Évidemment, la tradition veut que ce soit déjà une émission bilan, pas vrai? On va revoir l'année sociopolitique haïtienne de 2024. Mais déjà, on va se dire les vraies choses. Pour qualifier l'année, je vais citer une formule qui est passée en proverbe depuis 93, c'est-à-dire depuis que la reine Élisabeth II a elle-même qualifié son année royale, n'est-ce pas, du Royaume-Uni d'annus horribilis. Depuis donc ce temps, quand une année était très mauvaise pour un politicien, quand une année était terrible, était horrible pour une collectivité, eh bien, on n'hésite pas du tout à qualifier cette année d'annus horribilis. Alors, reconnaissons-le, il n'y a pas une autre façon de qualifier ce que le peuple haïtien a vécu en 2024, sinon que de dire que ce fut une année horrible, une espèce d'annus horribilis, selon la formule latine consacrée. Donc, nous allons revoir l'année 2024 en accéléré. Si on reverra l'année 2024 en accéléré, ce ne sera pas tellement pour faire du journalisme, ce ne sera pas tellement pour faire de la chronique. Tout le monde se souvient de cette année terrible que nous venons de vivre et que nous continuons de vivre, n'est-ce pas, en 2024. Ce sera surtout pour tirer un certain nombre de leçons. Vous me connaissez, vous me suivez déjà depuis, ma foi, près de 3 ans maintenant. Vous savez que je priorise une vision historique, justement, de la chose sociopolitique haïtienne, de la chose sociopolitique africaine. Autant dire, je projette toujours un regard d'historien. Je peux, n'est-ce pas,
m'élever au-delà des arbres pour qu'on voit toute la forêt. Je choisis également de montrer le schéma, de montrer le pattern, parce qu'il y a toujours un pattern. Ce qui nous arrive en tant que peuple n'est pas le fruit du hasard. Ce qui nous arrive en tant que peuple n'est pas le fruit d'une fatalité. Ce qui nous arrive répond à un pattern. Et mon rôle en tant qu'analyste, mon rôle en tant qu'historien, c'est de vous dire, mais voici le pattern que nos ennemis sont en train de suivre. Car ils suivent un pattern, ils suivent un patron. Ils ont un schéma en tête. Et quand on comprend le schéma, on comprend mieux ce qui est en train de se produire, même si ce qui se produit nous fait pleurer, même si ce qui est en train de se produire nous fait mal. Que dis-je, nous fait très mal. Donc nous allons revoir en accéléré cet annus horribilis, cette année horrible qu'aura été l'année 2024. Et à chaque fois, nous allons nous arrêter à telle période, car nous allons devoir périodiser l'année. On va la périodiser cette année peut-être en trimestre. Et vous allez voir que la périodisation trimestrielle correspond bien à ce qu'on est en train de vivre. Et vous allez comprendre que derrière ce que nous vivons, il y a des marionnettistes qui tirent les ficelles. Au fait, les acteurs haïtiens ne sont en vérité que des marionnettes. Les vrais acteurs sont ailleurs. Les vrais acteurs, vous l'aurez compris, sont à Washington avec une tentacule dans l'ambassade américaine. Les vrais acteurs sont à Paris, n'est-ce pas, avec une succursale à l'ambassade de France à Port-au-Prince. Et les vrais joueurs, mais là c'est un joueur mineur, sont à Ottawa avec une tentacule à l'ambassade du Canada à Port-au-Prince. La table est véritablement mise. Mon but ce matin, c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe là en Haïti. Ce qui se passe là est décourageant, ce qui se passe là est affligeant, ce qui se passe nous attriste, mais il ne faut surtout pas lancer la serviette, il ne faut surtout pas lancer l'éponge en disant qu'il n'y a rien à faire. Je vais vous montrer, en ma qualité d'historien, que l'histoire d'Haïti elle-même recèle des trésors qui vont nous aider à garder la tête haute. Au fait, je ne vais pas faire de la masturbation intellectuelle en vous rappelant ce que les Jean-Jacques Dessalines, ce que les Toussaint Louverture, ce que les Tantoya, ce que les Henri Christophe ont fait. Non. Je vais vous montrer que dans ce même pattern historique, nous avons la recette pour rebondir. Voilà. Je vous veux éveiller en cet avant-dernier dimanche de cet annus horribilis, de cette année horrible que nous aurons vécue en 2024. Pour m'assurer d'avoir toute votre attention, je vous invite à vous offrir cette bonne tasse de thé, cette bonne tasse de chocolat chaud, cette bonne tasse de café, du bon café haïtien, ma foi. Car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. On va laisser de côté nos émotions. Je sais que c'est difficile de mettre entre parenthèses nos émotions, car ce sont nos amis, ce sont nos familles, ce sont nos enfants, que dis-je. C'est nous qui avons perdu, n'est-ce pas, des biens dans ce chaos que le Canada, les États-Unis et la France entretiennent à dessein en Haïti. Nous comprendrons pourquoi. Mais il nous faut précisément mettre de côté nos émotions ce matin pour comprendre. Je vais tenter de parler à votre âme, je vais tenter de parler à votre cœur, je vais tenter de parler à votre raison. Pas vrai? Voilà. Un bon café, je vous reviens après la pause que voici. C'est entendu. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole
sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Voilà, avant la pause, on s'était promis, et c'est le sujet de l'émission de ce matin, de revoir en accéléré l'année 2024, l'annus horribilis 2024. Pour ce faire, nous allons périodiser. On va y aller avec une périodisation trimestrielle. Vous savez, heureusement pour nous, l'amnésie, disent les psychologues, c'est une forme de défense, c'est un mécanisme de défense. Apparemment, quand on a subi un trop grand choc, pour nous protéger justement la mémoire, qui est aussi la faculté d'oublier, choisit d'effacer cet événement trop traumatisant, en sorte que on oublie facilement ce qui nous a trop traumatisés. Tant mieux, parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller de l'avant. Même si cela aussi recèle ses désavantages, car pour éviter les mêmes erreurs, encore faut-il qu'on se souvienne de ce qu'on a vécu, encore faut-il qu'on se souvienne de ces blessures et de ces traumas. Donc nous allons rouvrir ces tiroirs traumatisants pour brosser à grands traits, je vous l'accorde, le premier trimestre de l'annus horribilis 2024. Eh bien, le premier trimestre 2024, vous vous souvenez, ça a commencé avec un ballet de rencontres que la CARICOM, sous le contrôle, que la CARICOM, sous l'égide des États-Unis, a lancé avec les politiciens haïtiens. Ne l'oublions pas. Déjà, la fin de 2023 a été marquée par cette série de rencontres initiées par la CARICOM, mais avec la main des États-Unis, avec la main des Américains. On voyait donc les politiciens qui ne pouvaient pas, les politiciens haïtiens, j'entends, qui ne pouvaient pas s'asseoir entre eux. On voyait donc des politiciens qui n'acceptaient pas de se parler, des politiciens haïtiens qui n'acceptaient pas de se regarder dans les yeux pour se dire les vraies affaires dans les yeux. Eh bien, ils ont accepté de prendre l'avion, d'aller à l'hôtel, de manger tout frais payé à Kingston pour parler de l'insécurité. Mais déjà, il y a une ironie. Nos ennemis, quand ils font une mise en scène, ils le font non seulement pour nous manipuler, ils le font pour nous faire mal, mais ils le font pour nous faire mal paraître. Et il faut retenir ces trois phrases. Nos ennemis, entendons par nos ennemis les colonisateurs d'hier. La France dans le cas de l'Afrique et d'Haïti, les États-Unis dans le cas des Amériques, le Canada qui essaie de se faire un nom en tant que première puissance minière, eh bien, nos ennemis donc, quand ils font une mise en scène, je reprends, ils le font pour nous faire mal, ils le font pour nous faire mal paraître, et ils le font pour nous humilier, pour nous ironiser, pour se moquer de nous. Tout le monde sait que la Jamaïque, c'est l'un des pays les plus insécures, c'est l'un des pays les plus dangereux de la région. Si vous prévoyez d'aller passer des vacances à la Jamaïque, l'une des premières mises en garde que les agences de voyage vont vous faire, c'est d'éviter Kingston. Et si vous osez mettre le pied à Kingston, eh bien, on vous dit qu'il faut prendre des autobus spéciaux et il faut être vraiment bien protégé car à tout moment,
il peut y avoir des tirs. À tout moment, il peut y avoir des tentatives de kidnapping. En sorte que, si vous comparez Kingston à Haïti, le mieux qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre Kingston et Port-au-Prince, mais le pire qu'on puisse dire, c'est que Haïti est moins insécure que Kingston. Et pourtant, pour nous faire mal paraître, pour nous humilier, pour se moquer de nous et pour continuer à nous faire du mal, ils ont téléguidé la CARICOM à convoquer à des réunions à Kingston les politiciens haïtiens qui n'acceptent pas de se parler à Port-au-Prince, mais pour aller discuter d'insécurité port-au-princienne à Kingston. Au fait, c'est l'hôpital qui se moque de l'hospitalité, hein, n'est-ce pas? En bon français, c'est courir, n'est-ce pas, de charite à Skilla, c'est-à-dire c'est courir la pluie, tomber la rivière. Donc, on est en train de fuir une situation déjà difficile pour aller se parler dans un pays, dans une ville où la situation est pire. Mais c'était ça, le choix de nos ennemis. C'est ça le choix des Américains. C'est ça le choix des Canadiens. C'est ça le choix, n'est-ce pas, des Français. On va se payer la gueule de ces cons. On va se payer la tête de ces nègres qui, en plus d'être nègres, sont cons. Et vous notez que pas un seul politicien haïtien n'a dit non. Pas un seul politicien haïtien n'a vu clair à ce jeu de dîner de cons. Aller parler d'insécurité à Kingston, aller parler d'insécurité port-au-princienne à Kingston, Kingston qui est, n'ayons pas peur, n'est-ce pas de le dire, la capitale de l'insécurité dans la région des Caraïbes. Bon, puisqu'on leur a payé le voyage, puisqu'on leur a payé l'hôtel, puisqu'on leur a payé la bouffe, on a vu des politiciens qui ne se parlaient pas danser. C'était tellement laid. Mais c'était tellement révélateur de la motivation de nos politiciens. Et la deuxième périodisation, le deuxième trimestre de 2024 aura montré que ce qui motive les politiciens haïtiens, ce n'est pas le patriotisme. Ce qui motive les politiciens haïtiens, ce n'est pas la patrie. Ce qui motive les politiciens haïtiens, c'est la faim. Ce qui motive les politiciens haïtiens, c'est la peur d'en manquer. Alors, on les a vus, ces politiciens qui ne se parlaient pas. Ces politiciens qui sont des mauvais coucheurs, ces politiciens qui sont des jusqu'au-boutistes, on les a vus accepter de prendre l'avion, tout sourire. À Port-au-Prince, ils ne se parlaient pas. À Port-au-Prince, ils se boudaient. Mais on les a vus à Kingston danser. Bon Dieu, on a vu cette politicienne danser avec un autre politicien, eux qui ne se parlaient pas, qui étaient des ennemis jurés, et puis arrivés à Kingston, ils voient la bouffe, ils voient le bel hôtel, ils voient des blancs, ils se mettent à danser. Je revois cette scène ô combien loufoque de Madame Edmond Supplice Beauzile danser avec, que sais-je, Docteur Ménard de mémoire, des politiciens qui ne se parlent pas à Port-au-Prince, mais qui sont prêts à danser sur le reggae de Bob Marley. Pourquoi? Parce qu'ils voient la bouffe. Pourquoi? Parce que ils sont choisis par les Blancs pour aller jouer la comédie. Ils sont choisis par les Blancs pour aller, n'est-ce pas, jouer à ce dîner de cons. Et on sentait déjà que nos ennemis de toujours, la France, les États-Unis et plus récemment le Canada, préparaient quelques magouilles. Et donc, l'année 2023 finissait sur cette parade de mauvais goût, sur cette danse de mauvais goût de Edmond Supplice Beauzile, n'est-ce pas? Sur cette danse du très bedonnant, n'est-ce pas, André Michel? Et personne ne voulait céder sa place. Ariel Henry, Premier ministre, a assisté peut-être à une ou deux rencontres. Il n'a même pas assisté à toutes les réunions. Souvent, il venait, il faisait une déclaration, il repartait. Pour lui, n'est-ce pas, sa place de roi était indéfiniment assurée puisqu'il faisait la courbette, puisqu'il courbait les chines devant, n'est-ce pas, les Blancs. Il pensait qu'il était roi pour toujours.
ne l'appelait-on pas le roi Henri? Ceux qui étaient les conseillers d'Ariel Henry, n'est-ce pas, le conseillaient justement, lui demandaient de tenir la ligne dure. Hein? Il ne faut céder quoi que ce soit à ces politiciens de l'opposition. Et à un moment donné, ces politiciens de l'opposition se sont résignés à dire à Ariel, regardez, on va vous garder Premier ministre, permettez-nous seulement de nommer un président. On va vous garder Premier ministre, permettez-nous, n'est-ce pas, d'avoir quelques postes ministériels, car retenez-le, deuxième leçon à tirer, et qu'on tirera, n'est-ce pas, dans cette deuxième périodisation de l'année 2024, pour les politiciens haïtiens, la politique haïtienne, c'est une affaire de partage de gâteaux. À un moment donné, les politiciens de l'opposition étaient si avides du pouvoir qu'ils étaient prêts à garder Ariel Henry pourvu que ce dernier leur laisse un peu dans le gâteau, un gâteau ministériel, pourvu que ce dernier leur permette de nommer ne serait-ce qu'un président, n'est-ce pas, croupion. Mais le blanc, l'américain, le français, le canadien avaient quelque chose d'autre en vue. Ils voulaient épuiser Ariel. Ils voulaient épuiser, n'est-ce pas, les politiciens haïtiens pour qu'ils réalisent par eux-mêmes. Et par les politiciens, ils voulaient faire comprendre au peuple haïtien qu'ils ont perdu jusque-là le contrôle de leur destinée. Vous notez que lorsque Blinken a demandé à la CARICOM de convoquer à Kingston, n'est-ce pas, les politiciens haïtiens, on n'a jamais consulté la population haïtienne. Le peuple haïtien a assisté indifférent, le peuple haïtien a assisté passif à cette pièce de théâtre, n'est-ce pas, loufoque. Le peuple haïtien, n'est-ce pas, a assisté passif à ce vaudeville qui consiste à aller faire danser des politiciens affamés, des politiciens désargentés à Kingston, qui dansaient sur du reggae, eux qui n'acceptaient même pas de se parler à Port-au-Prince, mais qui ont accepté de braver tous les dangers de l'insécurité de Kingston parce que le blanc leur a demandé de le faire. Mais le blanc voulait lancer un message au peuple haïtien. Vous n'avez pas le contrôle de votre destinée. Nous choisissons nous-mêmes les politiciens, nous choisissons quand les garder, nous choisissons pendant combien de temps les garder, et nous choisissons surtout les instruments avec qui les faire partir. Alors, l'année 2023 a terminé sur cette parade de dîner de cons. L'année 2023 a pris fin sur ce vaudeville, et l'année 2024 a repris justement ce bal. On invitait à Kingston des politiciens, on les écoutait, on ne passait pas de consignes claires à Ariel, si bien qu'Ariel se pensait indécrottable. Et entre-temps, le blanc tentait de nous refiler, n'est-ce pas, un corps de police qui est reconnu pour ses crimes contre l'humanité. Le blanc acceptait, n'est-ce pas, ou tentait de nous refiler un corps de police qui est connu pour le sida, un corps de police qui est connu pour le choléra. Je veux parler, je vous le donne en mille, du corps de police, n'est-ce pas, du Kenya. L'haïtien ne voulait rien savoir de cela. Vous vous souvenez de cela? Moi, je vous avais dit que cela n'allait rien régler, que cela n'allait rien donner. Ça allait être une parade. Désormais, on ne pourra plus dire que ce sont les Blancs qui nous amènent le sida. On ne pourra plus dire que ce sont les Blancs qui nous amènent, n'est-ce pas, le choléra. On ne pourra plus dire, puisque désormais, ce sont des frères noirs dont le pays est reconnu pour être, si vous voulez, un bastion du choléra. Eh bien, ce sont ces frères-là qui vont nous apporter le choléra. Et pour nous faire accepter cela, vous vous souvenez encore une fois, début 2024. Nous sommes toujours dans le premier trimestre de 2024. Washington invitait la ministre Emily Prophète, ministre de rien du tout en vérité, mais elle se faisait payer pour être ministre de la Justice, ministre de rien du tout, mais elle se faisait payer pour être ministre de la Sécurité publique. En vérité, nous les Haïtiens, on l'appelle une ministre d'engrien, une ministre qui fout rien et qui fait le tour du monde, se faisant payer des per diem, qui fait le tour du monde, n'est-ce pas, en détournant de l'argent public vers le compte bancaire personnel de sa fille à Paris. Et là, Washington l'invite pour rencontrer
un haut gradé de l'armée kenyane pour signer deux pays souverains, qui signent en tant que deux pays souverains dans les bureaux d'un autre pays souverain, à l'instigation, n'est-ce pas, d'un ministre des Affaires étrangères d'un autre pays souverain. Ces deux pays-là signent un accord, une espèce de convention par laquelle l'État haïtien demande officiellement au Kenya, n'est-ce pas, de venir régler le problème d'insécurité en Haïti sous les regards moqueurs, n'est-ce pas, de l'oncle Sam. Vous vous souvenez de cela? Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. C'était tellement laid de voir Emily Prophète dans les locaux de ce bureau de Washington, signé tout sourire, n'est-ce pas, avec ce haut gradé de l'État kényan, cette convention au terme de laquelle le Kenya allait venir résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Nous sommes toujours dans le premier trimestre de 2024. C'est un film, les amis. C'est un film de mauvais goût pour nous, les Noirs, mais c'est un film bien écrit, un film bien scripté par les doctrinaires américains, par les doctrinaires français, par les doctrinaires canadiens. Il faut faire la démonstration à ces nègres qu'ils sont incapables. Il faut faire la démonstration à ces nègres qu'ils sont incompétents. Il faut faire la démonstration à ces nègres qu'ils sont des mineurs, qu'ils ne contrôlent même pas leur propre destin. Et il faut leur faire accepter que c'est nous les Blancs qui contrôlons leur destin. On invite Emily Prophète à signer une convention avec un haut gradé de l'armée kenyane, convention au terme de laquelle les États-Unis leur demandent à eux deux d'envoyer un corps de police de choléra, un corps de police de sida à Port-au-Prince. Ah, c'est pas fini là, nous sommes toujours dans le premier trimestre de 2024. Et là, puisque la ministre d'Angrien, Emily Prophète, a signé la convention à Washington, maintenant, on invite le roi Ariel Henry à se rendre, n'est-ce pas, à Nairobi. Nous sommes au mois de mars 2024 pour, si vous voulez, parapher cette convention. Et là, on a vu le docteur Ariel Henry, dont on disait qu'il était un excellent médecin, dont on disait qu'il était un brillant étudiant. Prenons cela avec un grain de sel. A posteriori, nous avons vu que c'est un crétin. Nous l'avons vu à Nairobi, offrir une conférence de presse et parler une langue incompréhensible de tous les humains. Si bien qu'aujourd'hui encore, on se demande, mais quelle langue il parlait? Il ne parlait pas créole, il ne parlait pas français, il ne parlait pas l'anglais, il parlait sûrement la langue des anges. Hein? Il a fait la démonstration que c'était un homme qui n'avait pas la stature d'un homme d'État. Un homme d'État, en général, lorsqu'il offre une conférence, il parle la langue officielle de son pays. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas la langue de l'autre, mais ça veut dire qu'il respecte son peuple et qu'il s'adresse dans la langue de son pays d'origine. Et il me semble que, officiellement, la langue, enfin, les langues officielles d'Haïti, c'est un mensonge. Haïti a une seule langue, n'est-ce pas, que tout le monde parle et que tout le monde comprend, c'est le créole. Mais bon, la Constitution veut que nous ayons deux langues officielles. Alors, si Ariel Henry était un homme avec un minimum de sens de l'État, il aurait parlé soit le créole, soit le français, et les interprètes feraient le boulot de parler une langue humaine comme l'anglais. Ariel Henry a choisi de parler une langue d'extraterrestre, si bien que les anglophones se demandaient est-ce qu'il parlait français, les francophones se demandaient est-ce qu'il parlait l'anglais, et les créolophones se demandaient s'il parlait le latin ou l'hébreu, si bien que, au final, il ne parlait aucune langue humaine. Vous vous souvenez de cela? Il donnait une conférence de presse, il essayait de baragouiner l'anglais, personne n'a rien compris. Donc, il a fait rire de lui. Ce que Ariel ne saisissait pas, c'est que Washington avait programmé ce voyage vers
Nairobi, la capitale du Kenya, pour qu'ils ne reviennent pas. Vous vous souvenez déjà que lorsqu'Ariel devait laisser Port-au-Prince pour se rendre, n'est-ce pas, en Afrique avec une escale vers les États-Unis, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'ambassade américaine avait déjà passé instruction aux terroristes comme Barbecue, Vitellum, Iso, Chrysler, tous ces terroristes qui sont au service des services secrets justement américains, français et canadiens. Eh bien, l'ambassade américaine avait déjà passé instruction au barbecue de ce monde de commencer à tirer dans la rue, d'aller même tirer sur des avions pour qu'Ariel ne revienne pas. Et c'est là qu'on a inventé cette expression DDN, DO, DONet. Vous vous souvenez de cela, les amis? C'est mon privilège de vous rappeler cela. Hein? Aussitôt qu'Ariel a annoncé qu'il allait laisser Port-au-Prince vers l'Afrique, les terroristes se sont mis à crier « S'il part, il ne reviendra pas ». Et là, ils ont commencé à tirer dans les airs, ils sont allés à tirer même, n'est-ce pas, sur des avions, pendant qu'Ariel se trouvait en Afrique. Mais Ariel se disait, il n'y a rien là. Je suis l'homme du blanc. Aussi longtemps que le blanc me veut à Port-au-Prince, aussi longtemps que le blanc me veut chef du gouvernement haïtien, chef de l'État haïtien, ces bandits-là ne pourront rien me faire. Sauf qu'Ariel ne comprenait pas que le même blanc qu'il a placé là comme Premier ministre, c'est le même blanc qui arme les terroristes en Haïti. C'est le même blanc qui leur donne des instructions. C'est le même blanc qui leur dit quand tirer, quand ne pas tirer. C'est le même blanc qui leur dit qu'ils n'ont rien à craindre, n'est-ce pas? Vous pouvez fonctionner en toute impunité. Et là, les barbecues de ce monde, les Vitellum de ce monde, les ISO de ce monde ont occupé le pavé, n'est-ce pas, de Port-au-Prince. Ils ont occupé le tarmac de l'aéroport en disant, écoutez, il ne va pas revenir DDN, DO, DO, net. Et là, Ariel se dit, écoutez, moi je suis l'homme des États-Unis d'Amérique, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que je rentre. Ariel a laissé le Nairobi vers les États-Unis où il a rencontré des officiels américains et il a repris un avion privé depuis les États-Unis vers la République dominicaine. Suivez-moi bien. Un avion ne décolle pas sans avoir la permission du pays de destination. Donc, quand un pilote, vous le savez, dresse son plan de vol, il doit savoir, n'est-ce pas, où il se rend et il doit surtout avoir la permission du pays où il se rend. Donc, Ariel avait, n'est-ce pas, la permission de la République voisine, de la République dominicaine, pour se rendre là-bas. Et de là-bas, il rentrerait à Port-au-Prince, n'est-ce pas, en voiture. Les États-Unis l'ont laissé décoller vers la République dominicaine, et tandis qu'il est dans les airs, la République voisine lui annonce qu'il est persona non grata, qu'il ne pourra pas atterrir, n'est-ce pas, à Santo Domingo. Voilà un Ariel qui est pris en otage dans les airs, qui a eu la permission des États-Unis pour laisser Port-au-Prince vers l'Afrique, qui a eu la permission des États-Unis pour laisser Nairobi vers les États-Unis, qui a eu la permission des États-Unis pour laisser le sol américain vers la République dominicaine, qui a eu la permission de la République dominicaine pour voler vers la République dominicaine, et tandis qu'il est dans les airs, on lui dit de rebrousser chemin car il n'est pas le bienvenu en République dominicaine. Il revient, devinez où? À Puerto Rico. Et tandis qu'Ariel est à Puerto Rico, je n'oublierai jamais cela, le porte-parole de la Maison-Blanche qui répondait aux questions des journalistes et à qui on a demandé, mais où est le Premier ministre haïtien? Parce que là, il ne peut pas atterrir en République dominicaine, il ne peut pas rentrer à Port-au-Prince. Et le porte-parole de la Maison-Blanche, ce n'est pas rien, répondit, au moment où l'on se parle, je ne sais pas où il est. Et pourtant, tout le monde savait qu'il était à Puerto Rico, donc sur le sol américain.
tout le monde a compris que les États-Unis d'Amérique avaient décidé d'utiliser les terroristes, Barbecue, Vitellum, ISO, n'est-ce pas, Chrysler, tous ces terroristes-là, qui sont au service des Américains, tout le monde avait compris que le département d'État, que l'ambassade américaine avait donné des instructions à ces terroristes pour, si vous voulez, prendre d'assaut l'aéroport de Port-au-Prince, de telle sorte que Ariel ne puisse pas rentrer. Qui a encore retenu Ariel? Ce sont les États-Unis. Chers amis, vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en journalisme pour comprendre que ce qui se passe là en Port-au-Prince, c'est quelque chose qui est scripté par le département d'État. Et je vous aiderai à comprendre pourquoi. Donc, l'ambassade américaine donne permission à Ariel pour qu'il quitte Port-au-Prince vers Nairobi. Il laisse Nairobi vers les États-Unis. Il obtient la permission de laisser le territoire américain vers la République dominicaine. Jusque-là, il a la permission, tandis qu'il est dans les airs. On lui a coupé le sifflet. Entre-temps, les terroristes haïtiens disent DDN, dehors net. L'espace haïtien est fermé. Aucun avion ne vole, aucun avion ne laisse le territoire haïtien, aucun avion n'y entre surtout. Pour quelle raison? On veut donner l'impression que le pays est impraticable pour convaincre Ariel de ne pas rentrer. Alors, une autre leçon à tirer, ce n'est pas nous qui contrôlons ce qui se passe en Haïti. Ce qui se passe en Haïti est contrôlé par la satanique ambassade américaine. Ce qui se passe en Haïti est contrôlé par la malveillante ambassade de France. Ce qui se passe en Haïti est contrôlé par la très moins malveillante, n'est-ce pas, ambassade du Canada. Ce sont ces gens-là qui passent des instructions aux terroristes haïtiens, qui leur disent quand tirer, quand ne pas tirer, qui leur disent quand tirer sur les avions, quand ne pas tirer sur les avions, en fonction de ce qu'ils veulent faire. En mars de cette année, ils ont voulu retenir en dehors du pays Ariel. Ils ont passé instruction à Barbecue, à Vitellum, à Chrysler, pour se rendre sur le tarmac de l'aéroport de manière à éviter qu'aucun avion n'y entre et à faire comprendre à Ariel, écoutez, on ne peut pas affronter ces terroristes, ces gens-là prennent d'assaut l'aéroport, nous sommes en théorie la plus grande puissance du monde, mais nous sommes incapables d'affronter Barbecue. La vérité, c'est que Madame Lalime, au temps de Jovenel, en 2019-2020, avait dit que c'est une bonne chose de regrouper les terroristes haïtiens, car nous allons mieux pouvoir les contrôler. Donc, Madame Lalime, qui était la représentante de l'ONU, après avoir longtemps travaillé pour Clinton, a vendu la mèche en disant « c'est une bonne chose ». Vous vous souvenez quand Barbecue avait regroupé des terroristes sous le nom de G9 en famille, avant de devenir vivre ensemble, eh bien, Madame Lalime avait dit, c'est une bonne chose qu'ils se regroupent, ces terroristes. Nous allons pouvoir mieux les contrôler. Et comme si cela ne suffisait pas, dans le deuxième trimestre de 2024, on a vu l'ambassadeur américain, le très malveillant ambassadeur américain, aller dire « Urbi et Orbi ». À la ville et au monde, sur Télémétropole, oui, nous maintenons des contacts avec les terroristes. Nous avons besoin de savoir ce qu'ils font. Nous avons besoin de comprendre, n'est-ce pas, pourquoi ils font ce qu'ils font, surtout pour sécuriser notre ambassade. Mon œil. Il y a 12 millions d'Haïtiens qui sont terrorisés par des terroristes que vous armez et vous dites, nous maintenons contact avec eux car nous avons besoin de sécuriser notre ambassade. Le chef principal des terroristes en Haïti, c'est l'ambassadeur américain. Le chef principal des ambassadeurs, enfin des terroristes en Haïti, c'est le secrétaire d'État américain. On l'a vu pendant le premier trimestre 2024. Il passe instruction aux terroristes, Barbecue, Vitellum, pour tirer sur la population haïtienne, prendre d'assaut l'aéroport de Port-au-Prince, de manière à ce que Ariel ne revienne pas. DDN, dehors net.
Une fois qu'ils se sont assurés qu'Ariel a compris le message, les terroristes sont rentrés dans leur caserne en attendant de nouvelles instructions. Leçon à tirer du premier trimestre 2024, nous ne contrôlons pas notre destin. Leçon à tirer du premier trimestre 2024, la terreur que les barbecues, que le Vitellum sème à Port-au-Prince, cette terreur-là est téléguidée par l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur américain contrôle à la fois les terroristes et les politiciens. Quand il veut renvoyer un politicien, il passe instruction aux terroristes. Quand il veut rassurer le politicien, ils disent à ces terroristes de retourner dans leur base en attendant de nouvelles instructions. Je vous l'avais dit en 2021. Rappelez-vous de cela. Je vous l'avais dit en 2021, Haïti n'aura de paix que lorsque un président aura les couilles d'acier pour fermer les 3 ambassades que voici. L'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada et l'ambassade de la France. Aussi longtemps qu'on aura ces 3 putains d'ambassades chez nous, on ne sera jamais en paix. Alors, si on veut résoudre le problème du terrorisme en Haïti, il faut fermer l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Mais vous me direz, c'est rêvé en couleur. Les pantins qu'on a en ce moment au pouvoir n'auront jamais les couilles qu'il faut, je le sais. Mais je vous indique déjà la voie à suivre. Premier trimestre 2024, mise en scène par les Américains, vous ne contrôlez pas votre destin. Nous contrôlons la politique haïtienne, nous contrôlons les politiciens, nous les plaçons quand on veut, nous les chassons quand on veut, quitte à les prendre en otage. Vous ne contrôlez pas non plus votre sécurité, c'est nous qui contrôlons les terroristes. Nous leur passons instruction pour aller prendre d'assaut l'aéroport et nous leur disons quand retourner sur leur base. Barbecue, Vitellum, Chrysler, pour salauds qu'ils soient, et ce sont des salauds, ils sont contrôlés par le chef des terroristes, l'ambassadeur américain. Et aussi longtemps qu'un chef d'État haïtien n'aura pas les couilles pour chasser l'ambassadeur américain de Port-au-Prince, pour fermer l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, on ne va pas résoudre ce problème d'insécurité. Ce sont les États-Unis d'Amérique en premier, la France et le Canada qui foutent la merde chez nous. Et aussi longtemps qu'ils continuent à jouer les marionnettistes, aussi longtemps qu'on les considère comme les pompiers alors qu'ils sont les véritables pyromanes, on n'aura pas de paix chez nous. On s'arrête ici. On va aborder le deuxième trimestre. Annus Horribilis 2024, année horrible. Pas parce que les dieux ou les démons ou les lois nous ont abandonnés, rien à foutre de cela. Annus Horribilis parce que les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada foutent la merde chez nous. On comprendra dans la dernière partie de l'émission pourquoi ils le font. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, on a vu le premier trimestre, Ariel annonce du bout des lèvres à son corps défendant sa démission en mars, qui va prendre effet à la fin avril. Entre-temps, suivez-moi bien, nous sommes dans ce deuxième trimestre-là, n'est-ce pas? La CARICOM s'active pour continuer à nous faire mal paraître, et à nous humilier en se moquant de nous. La CARICOM, c'est des nègres qui sont téléguidés par
les Américains, les Français, les Canadiens. Les Américains, les Français, les Canadiens vont revenir avec une idée que je vous avais déjà annoncée au mois de juillet 2021. Allez suivre l'émission que j'ai présentée tout de suite après les obsèques nationales de Jovenel. Je vous avais parlé d'une rencontre secrète qui a eu lieu dans un aéroport privé à Fort Lauderdale, réunion auquel ont assisté entre autres, n'est-ce pas, Bob Rae, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, des représentants français, des représentants américains, et je vous avais dit que le plan qui était dans les cartons, allez écouter mon émission du mois de juillet 2021, nous sommes 3 ans plus tard. Je vous avais dit que le plan qui était dans les cartons, c'était de nous donner une présidence à 7 têtes. Vous vous souvenez de cela? Je vous l'avais dit. Allez regarder mon émission, juillet 2021. C'est une idée que Clinton avait déjà essayée au Congo-Zaïre et qui avait rapporté ce qu'il voulait, c'est-à-dire empêcher des dirigeants d'avoir le contrôle du destin de leur pays, car ils sont 7, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, cette idée qui était déjà dans les cartons et qu'un Bob Rae avait poussé dans cette rencontre secrète dans un aéroport privé à Fort Lauderdale en juillet 2021 et dont je vous avais vendu la mèche, 3 ans plus tard, ils disent aux politiciens haïtiens, X veut le président de la Cour de cassation. Y veut Montana. Z ne veut rien savoir. Alors, messieurs, on va faire avec vous ce que l'haïtien appelle un bouilli vidé. On va faire avec vous, n'est-ce pas, quelque chose pour que tout le monde puisse trouver un morceau du gâteau. Tout le monde joigne. On va faire un plomb gaillé. On va vous permettre à vous tous d'être président. Vous vous souvenez de cela? Puisque Montana veut être président, Moïse Jean-Charles de Petite-Dessalines voulait Guy Philippe dans un premier temps. Claude Joseph voulait lui aussi avoir son mot à dire. Eh bien, rien à faire. La seule façon de vous contenter tous, c'est de vous permettre d'être tous présidents. En sorte que le deuxième trimestre de 2024, qui va commencer avec la démission d'Ariel en mars 2024, mais qui va être effective, n'est-ce pas, à la fin d'avril 2024, on va l'appeler ce trimestre le trimestre des incompétents et des dupris. Incompétents parce que vous l'aurez vu, depuis le mois d'avril que le CPT est aux commandes, s'il y a un mot qui caractérise le CPT, c'est l'incompétence. Il y aura la corruption aussi, on va en parler. Il y aura aussi le gaspillage, on va en parler. Il y aura, n'est-ce pas, aussi comme caractéristique de ces gens-là, qui sont tous des profiteurs. Mais avant d'en arriver là, regardons le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre 2024, c'est le trimestre des dupris. Je vais vous rappeler quelque chose. Avant l'arrivée en scène du CPT, vous vous souvenez d'une ordonnance du juge d'instruction qui était sortie? Est-ce que vous vous souvenez de cela? On est dans le premier trimestre de 2024. On est quelque part entre février et mars. Le juge d'instruction vient d'émettre, n'est-ce pas, son jugement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et là, le juge épingle qui? Martine Moïse, qui s'est entendu avec Claude Joseph pour assassiner, avec d'autres bien sûr, Jovenel Moïse. Donc Claude Joseph est épinglé, Martine Moïse est épinglée, si bien que pendant un certain temps, Claude Joseph craignait d'être arrêté. Et là, le blanc qui est au courant de tout cela, il sait bien que Claude Joseph, c'est quelqu'un qui est épinglé dans l'assassinat de Jovenel, mais il ne peut pas ne pas le savoir. Claude Joseph, c'était le handler du département d'État sur Jovenel Moïse.
Et là, ils savent que Claude Joseph est épinglé comme, n'est-ce pas, complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse. La CARICOM demande aux politiciens haïtiens d'inclure tout le monde. Il faut inclure Aidé de Claude Joseph. Il faut inclure, n'est-ce pas, Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles. Et là, je vous ai dit, c'est le trimestre de toutes les duperies. Vous vous souvenez aussi de la manière dont l'année 2024 avait commencé? L'année 2024 avait commencé avec le slogan Guy Philippe. Si bien que l'une des premières émissions que j'ai faites en 2024, c'était cette émission où j'ai brossé le vrai portrait de Philippe, comment il s'appelle? De Guy Philippe. Guy Philippe qui est un dealer de drogue, Guy Philippe qui est un homme de main, un assassin, qui venait de passer du temps en prison aux États-Unis et qui rentre en Haïti comme un héros. Si bien que certains médias sociaux, certains médias traditionnels commençaient à animer la foule pour nous faire accepter un Guy Philippe. Et Guy Philippe, n'est-ce pas, disait compter sur des hommes armés pour marcher sur Port-au-Prince. Il avait même dit que le 7 février ne prendrait pas Ariel au pouvoir. Il était même prêt à faire alliance avec Vivre Ensemble, c'est-à-dire les terroristes de l'ambassade américaine. Et tandis que une certaine presse nous vendait Guy Philippe comme un héros, c'est pas un héros du tout, c'est un assassin, c'est un lâche. On l'a vu courir, se cacher depuis février dernier. Il n'ose pas se montrer parce qu'il dit, écoutez, on me cherche, on veut me tuer. C'est un con en plus d'être un lâche, n'est-ce pas, ce Guy Philippe? Alors, Moïse Jean-Charles, qui est un opportuniste de première, c'est un salaud, hein, ce Moïse Jean-Charles, je vous le dis. C'est l'homme de tous les coups bas. Il faisait alliance avec Guy Philippe, il était prêt à soutenir Guy Philippe vers sa marche vers le palais national. Et puisque Moïse Jean-Charles, c'est un agent double qui prétend être un homme de gauche, qui prétend être proche de la Russie, mais qui en réalité travaille pour Washington, dès lors que l'ambassade américaine lui a dit « Ticoc, ferme ta gueule, on te veut dans ce bouillon de 9 présidents, nomme ton président à toi, tu vas pouvoir te faire du fric. » Et de fait, Moïse Jean-Charles se fait beaucoup de fric dans cette affaire de CPT. Moïse Jean-Charles a non seulement nommé un président à la personne de Vertillaire, mais c'est lui qui a nommé le ministre de l'Agriculture. Il fait beaucoup d'argent dans le commerce international des anguilles. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Et là, on parle, n'est-ce pas, de plusieurs centaines de milliers de dollars américains. Je pèse mes mots, plusieurs centaines de milliers de dollars américains. Est-ce que vous avez entendu qu'il a fermé sa putain de gueule, Moïse Jean-Charles, parce qu'il se fait du fric? Il ne commente pas la corruption de Vertillaire, il s'en fout, il se fait du fric. Il ne commente pas l'incompétence et l'inaction du CPT, il s'en fout, il se fait du fric. Et attendez-vous, lorsque le CPT tombera, car le CPT va tomber, je vous le dis, en cette dernière, avant-dernière émission de 2024, là, on va recommencer à l'entendre. Mais là, il n'aura plus aucune crédibilité, je vous le dis. Ce Moïse Jean-Charles, c'est un opportuniste, c'est un magouilleur de première. Il sait qu'il ne sera jamais président d'Haïti. Tant mieux, il n'en a pas les compétences. Mais il se dit, à défaut d'être président, ça ne m'a jamais intéressé d'ailleurs, je vais me faire du fric. Et il en fait du fric. Pour nos cap dit, Moïse Jean-Charles a ramassé l'argent par Bokit. Alors, on a dit à Moïse Jean-Charles, ferme ta putain de gueule, ton histoire de Guy Philippe, enterre-la, viens nommer ton président dans le CPT. Alors, le Blanc a mis ensemble un assassin comme n'est-ce pas, Claude Joseph, qui est reconnu coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Il a mis sur la même table, n'est-ce pas, un magouilleur de première en la personne de Moïse Jean-Charles. Il va chercher Montana, il va chercher, n'est-ce pas, le PHTK, et là, il nous fait une présidence de nègres de 7+2. Clinton avait essayé 7 présidents au Congo-Zaïre,
Mais puisqu'Haïti doit faire la démonstration de quelque chose de plus laid, ils nous foutent 7 présidents plus de 9 présidents. Et là, on a vu ces 9 crétins, car on aura vu plus tard que ce sont des crétins. Ces 9 crétins, ces 9 incompétents, on les a vus travailler un bel accord que j'avais applaudi, qui semblait tout prévoir sur papier. Nous allons prendre le temps d'analyser les CV. Voici comment on va, n'est-ce pas, accueillir et analyser les CV. Nous allons nommer un comité indépendant pour les analyser. Nous allons nommer un conseil national de sécurité pour dire, n'est-ce pas, pour nous indiquer les bonnes décisions à prendre pour régler les sécurités. Nous allons lancer, n'est-ce pas, des procès emblématiques pour résoudre une fois pour toutes, n'est-ce pas, le problème de la corruption économique. Depuis le mois d'avril que le CPT est au pouvoir. Qu'avez-vous vu? Incompétence. Qu'avez-vous vu? Amateurisme. Qu'avez-vous vu? Corruption. Voilà pourquoi je vous dis, le 2e trimestre, c'est le trimestre de toutes les duperies. Tout le monde baise tout le monde. Le CPT a mis un bel accord sur papier pour, n'est-ce pas, nous éblouir, et moi j'étais ébloui, j'aime ça. Mais très rapidement, on a compris que c'était pas vraiment une question de compétence, c'était pas vraiment une question d'idéaux, c'était une question de placer ses petits amis, partager sa part de gâteau, aller chercher un peu d'argent, car ça fait si longtemps qu'on n'est pas au pouvoir, on a besoin d'un peu d'argent, en sorte que le 2e trimestre, c'est le trimestre de toutes les duperies, de toutes les incompétences. Tout le monde joue. 9 présidents, yon bavolote, 9 présidents, les uns plus corrompus que les autres, car on l'a vu, on va en parler de cette affaire de corruption, n'est-ce pas? 9 présidents, n'est-ce pas, qui sont engoncés dans toutes sortes de duperies, et c'est aussi pendant ce 2e trimestre, on va dire en gros de mars, n'est-ce pas, jusqu'au mois de mai-juin, qu'on va procéder à la nomination unanime de Gary Conille. Là encore, c'est une duperie. Gary Conille a passé jusqu'à 75 appels par jour, car il voulait ce job. Il disait, moi je suis l'homme du blanc, j'ai la compétence, j'ai l'expérience qu'il faut, etc. Et un beau matin, qu'est-ce que nous apprenons? Le CPT a fait choix unanime de Gary Conille. Le 2e trimestre 2024 vient d'être bouclé sous le signe des duperies, sous le signe des moqueries, sous le signe des incompétences, sous le signe, n'est-ce pas, bientôt de la corruption, puisque rapidement avec Conille, on va voir que son gouvernement, c'est un gouvernement de corrompus, on verra pourquoi. Le CPT n'est pas moins corrompu, puisque 3 d'entre eux vont tenter de vendre des jobs, n'est-ce pas, pour 100 millions de gourdes. On va donc parler du 3e trimestre qui va partir, ma foi, de la nomination de Conille jusqu'à son départ en novembre dernier. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici, c'est entendu. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à
la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Avant la pause, on s'était arrêté au deuxième trimestre, les amis. C'était le trimestre des Dupree, le trimestre des coups bas, le trimestre des coups fourrés, tant des politiciens que des blancs. Mais le trimestre où on continue à se payer la tête des cons. On dit, puisqu'ils ne peuvent pas s'entendre, on va leur foutre une présidence à 9 têtes. Et vous allez voir, ils ne pourront toujours pas s'entendre. Fine. Le CPT est entré donc en fonction en avril, donc deuxième trimestre, puisque Ariel a annoncé sa démission en mars, donc premier trimestre. Le CPT entre en fonction en avril, nous sommes dans le deuxième trimestre. Le CPT va mettre quelque chose comme 3 semaines, 1 mois pour produire son accord. Je trouvais que c'était bon de prendre le temps d'écrire un rapport pour enfin accepter le dictat de l'ambassade américaine. Vous vous souvenez, c'est l'ambassadeur américain qui est allé sur Métropole, toujours sur Métropole, pour annoncer que la communauté internationale n'acceptera pas qu'on nomme n'importe quel Premier ministre. Et tout de suite, le CPT a compris que, on voulait Kony. Le CPT a choisi unanimement. Au fait, Laurent Saint-Cyr était absent. Il était allé fuir aux États-Unis. Mais le CPT a choisi unanimement Kony. En sorte que le deuxième trimestre, c'est démission de Ariel, entrée en scène du CPT, pas vrai, et donc un troisième trimestre qui va commencer quelque part, n'est-ce pas, au mois de mai, on va le dire ainsi, avec la nomination de Kony. Janvier-mars, on terrorise la population pour qu'Ariel parte en mars. Avril, le CPT entre en jeu, 3 semaines ou 4 semaines plus tard, il nomme Kony, deuxième trimestre. C'est le deuxième trimestre des coups fourrés, deuxième trimestre des coups bas avec les Claude Joseph, les Moïse Jean-Charles. Et le troisième trimestre, c'est le troisième trimestre de Kony. On va appeler ce troisième trimestre, n'est-ce pas, le trimestre de l'incurie. Rien n'a été fait. Kony fait des photos, Kony fait des discours, il entreprend beaucoup de voyages pour se faire payer des per diem. Mais c'est l'incurie. Rien. Aucun chantier n'a été lancé. Aucun procès n'a été initié. Le problème de sécurité n'a même pas été abordé. Ce n'était pas du tout dans l'agenda de Kony. Ce à quoi on a assisté, deuxième élément caractéristique donc de ce troisième trimestre, eh bien c'est quoi? C'est cette querelle de chapelle entre Leslie Voltaire, qui se prend plus président que les autres, et qui dit à Kony, je ne te laisserai pas le chantier de la diplomatie, et Kony qui dit non, moi le véritable chef c'est moi, d'autant que j'ai une femme tapageuse en la personne de Dominique Dupuis. Donc non seulement c'est
c'est un trimestre d'incurie, c'est un trimestre d'insubordination, mais c'est aussi un trimestre de corruption. Les membres du gouvernement de Kony sont placés là par des corrompus comme Michel Martelly, des corrompus comme Laurent Lamotte, des corrompus comme, n'est-ce pas, Claude Joseph, des corrompus comme Moïse Jean-Charles. Kony avait pour ministre de la Justice son avocat à lui et l'avocat du PHTK, l'avocat de Michel Martelly, l'avocat de Laurent Lamotte. Kony avait comme ministre des Affaires étrangères la tapageuse Dominique Dupuy, qui ne comprend rien aux relations internationales. Une diplomate ne fait pas de tapage, une diplomate ne fait pas de discours tonitruant. Une diplomate travaille intelligemment, avec discrétion et surtout avec efficacité. Mais elle faisait du tapage, elle prononçait des discours tapageurs, elle mentait joliment parce qu'elle était placée là par Laurent Lamotte. Et le mot d'ordre à elle transmis, c'était de tout faire pour qu'on lève les sanctions contre Laurent Lamotte. Un gouvernement de gens corrompus, on a vu des gens avec des portefeuilles pour des affaires humanitaires, des gens qui ont été chassés à coups de pied dans le cul pour détournement de fonds publics aux États-Unis, eh bien, Kony les a récupérés. Le chef de cabinet de Kony lui-même, c'est un corrompu en la personne de Nesmi Maniga. Donc, je vous ai dit, une autre caractéristique de ce troisième trimestre, ce trimestre à la Kony, c'est un trimestre de corruption. Corruption, ne l'oublions pas. C'est aussi, pendant ce troisième trimestre, que les trois présidents du CPT vont se distinguer pour leur corruption. Ils vont aller négocier la reconduction de quelqu'un comme président de la Banque nationale de crédit pour 100 millions de gourdes. Un homme qui était placé là par Michel Martelly pour couvrir les dettes de 3 hommes d'affaires extrêmement riches qui ont mis cette banque en faillite et qui ont refusé de payer. Donc c'est le trimestre de la corruption, le trimestre de l'incurie, le trimestre aussi de l'incompétence des uns et des autres, mais le trimestre de la honte. Vous vous souvenez quand Edgar Leblanc est allé prononcer son discours aux Nations Unies et qu'il a soulevé ce pot d'eau comme si c'était un verre pour le verser dans sa bouche, non sans laisser tomber quelques baves. Quelle honte pour la nation haïtienne. Et des humoristes du monde entier s'en sont donnés à cœur joie sur le dos des Haïtiens. Un président qui n'a pas su faire le distinguo entre un pot et un verre parce que son service de protocole n'a pas su l'y entraîner. Et Kony et Dominique Dupuy qui s'en léchaient les doigts car le président venait de se ridiculiser, il s'apprêtait à occuper toute la place politique. Ils ont organisé des réunions secrètes avec Abinader pour demander à Abinader de soutenir Dominique Dupuy comme candidate du PHTK à la présidence en lieu et place de Nesmi Maniga. Tout cela a éclaté au grand jour et cela va conduire au congédiement de Kony. Quel pays! Premier trimestre, c'est le trimestre de la démission d'Ariel. Deuxième trimestre, c'est le trimestre de la mise en place à la fois du CPT avec toutes les Dupri. Troisième trimestre, trimestre de la corruption, trimestre de l'incurie, trimestre, n'est-ce pas, du tapage avec Dominique Dupuy, trimestre de la corruption avec les membres du CPT. Et là, le CPT a gagné la manche qui consistait à congédier Gary Kony. Nous en sommes donc dans ce quatrième trimestre. On va le qualifier, ce quatrième trimestre, après cette dernière pause. À tout à l'heure, les amis. Restez là, je vous reviens, c'est convenu. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie,
nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Le 4e et dernier trimestre, dans lequel nous sommes d'ailleurs, c'est le trimestre du partage de gâteaux. On a vu Leslie Voltaire se battre, se déchirer la chemise aux Nations Unies pour botter le derrière à Gary Coney de manière à être président. Mais il n'est pas arrivé là sans compromission. Il a fermé les yeux sur la corruption de ses 3 confrères présidents, Verthilaire, Louis-Gérald Gilles et puis, comment il s'appelle, la Smith-Augustin. Parce qu'il avait besoin de leur vote pour écarter Edgar Leblanc et pour s'accaparer de sa présidence de 4 mois. Donc il a fermé les yeux. Donc lui aussi, il est corrompu, il est complice de leur corruption. Mais on a vu Leslie Voltaire se battre pour être président. C'est comme si c'est un homme qui avait le complexe de n'avoir rien fait dans l'histoire et qui se dit, écoutez, au moins je veux être président. On va retenir mon nom dans l'histoire comme quelqu'un qui aura été président pendant 4 mois. Il devient le président du CPT et qu'est-ce qu'il fait? Il nomme ses amis de manière à partager le gâteau. Est-ce que Leslie Voltaire est sérieux? Est-ce que ça va dans sa tête? Il est allé chercher Lilas d'Esquiron. Est-ce que c'est sérieux, ça? C'est comme si dans ce pays-là, il n'y a aucun jeune homme, il n'y a aucune jeune femme qui a les compétences pour remplir un rôle une mission de diplomate à l'UNESCO, qu'il aille chercher Lilas d'Esquiron. Et si vous remarquez les nominations de Leslie reprend tous ses vieux amis de la Valace. Il avait sûrement des dettes et puis là, il leur avait promis, n'est-ce pas, un petit morceau de gâteau, un petit morceau de tarte. Il va chercher, n'est-ce pas, des vieux de la vieille, des gens qui auraient dû prendre leur retraite. Et parce qu'ils n'ont rien foutu. Lorsqu'ils étaient ministres, lorsqu'ils étaient diplomates, Leslie Voltaire est allé les chercher. Honte à vous, Leslie. Et quand on voit les nominations au DGI, les nominations dans les douanes, les nominations, vous dites, mais putain, cette politique haïtienne, c'est toujours une affaire de partage de gâteau. C'est toi que je m'y mette, parce que moi aussi, il me faut un morceau de gâteau. Les membres du CPT, que j'avais appuyés parce que je croyais dans leur projet, se sont tous révélés des profiteurs, des gens qui se font payer une seconde résidence. Vous savez que on pense que ces gens-là gagnent jusqu'à 60 000 $ américains par mois. Il y avait un budget qui était prévu pour le service de renseignement, ce qu'on appelle le service d'intelligence dans un mauvais français. Ils bouffent ce fric-là. Ils ont un service de traiteur aux frais de l'État. Ils ont des voitures de fonction aux frais de l'État. Ils ont leur propre garde du corps aux frais de l'État. La population haïtienne est livrée et ces 9 CPT profitent des maigres ressources du pays. Chacun en profite, chaque membre du CPT, pas seulement Gérald Gilles, pas seulement Verthilaire, pas seulement, n'est-ce pas, Smith-Augustin, chacun profite de son poste de conseiller président pour placer sa femme, pour placer sa maîtresse, pour placer ses anciens amis, pour placer son beau-frère, pour placer, n'est-ce pas, tous les vieux de la vieille qui ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas été au pouvoir pendant ces 20 dernières années, qui n'ont rien eu à manger, eh bien, Leslie Voltaire et les autres, n'est-ce pas, les ont rappelés au service pour qu'eux aussi puissent manger un petit morceau de gâteau. Faut au goûton zo, faut au suçon zo. Où est le pays là-dedans? On s'en fout du pays. Où est la population haïtienne là-dedans? On s'en fout. Regardez l'image des membres du CPT. Quand ils vont dans une cérémonie, ils sont tout heureux. Regardez
Regardez Leslie Voltaire, quand il se pavane, il se prend pour un vrai président par Dieu. Il oublie qu'il n'est que 9e de président, mais il se prend pour un vrai président. Il est heureux, il est président. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. La population haïtienne est toujours livrée. Les bandits sont téléguidés par les États-Unis, la France et le Canada, on va en parler. Et ce CPT ne fout rien, sinon que placer des amis à des postes très lucratifs pour qu'eux aussi puissent sucer un os sous son os, comme on dit en créole. Et la population haïtienne demeure livrée. Maintenant, je vous avais promis de vous dire pourquoi la France, les États-Unis et le Canada ont intérêt à foutre le chaos en Haïti. La France. On va commencer par la France. La France n'a aucun intérêt à ce que ça marche en Haïti. Le jour où le pays sera stable et qu'on aura un président véritablement élu par des Haïtiens qui a des couilles d'acier, l'un des premiers chantiers que ce président va lancer, c'est de réactiver le procès pour le remboursement de la rançon des 150 millions de francs qui sont évalués aujourd'hui à quelque chose comme 31 ou 33 milliards d'euros. Donc, la France ne veut pas qu'Haïti soit stable. La France n'a pas intérêt à ce qu'Haïti sorte du chaos. Car si jamais Haïti relançait ce procès de 31 milliards d'euros contre la France, chaque pays d'Afrique que la France a exploité et que la France continue d'exploiter, chaque pays d'Afrique dans la gorge duquel la France a entré des accords secrets, chacun de ces pays va dire, mais vous me devez aussi de l'argent. Et vous savez quoi? La France fera faillite et redeviendra un pays pauvre comme elle l'était au Moyen-Âge. Donc, l'intérêt géopolitique de la France dans le chaos haïtien, c'est de faire en sorte que cette population ne soit jamais stable, que la politique haïtienne ne soit jamais stable. Pour quelle raison? Car le jour où on aura la stabilité politique et que la population haïtienne va élire, n'est-ce pas, un président, on va réactiver ce procès. Donc la France fout le chaos chez nous pour des intérêts géopolitiques. Maintenant, regardons les États-Unis. Les États-Unis ne se sont jamais pardonnés à eux-mêmes d'avoir en face d'eux un État noir libre qui a conquis son indépendance à la sueur de son front. Mais regardons les intérêts économiques des États-Unis. D'ailleurs, on le sait, les armes qui tuent, les armes qui terrorisent viennent des États-Unis. Les terroristes, l'ambassadeur américain l'a dit, n'est-ce pas, sont téléguidés par les États-Unis. Mais imaginez les amis, si Haïti fonctionnait bien. Moi, je vis au Canada depuis 35 ans, un pays de froid. Au moment où je vous parle, il fait très froid au Canada. Les Canadiens disent il fait fret. Pensez-vous que je m'approche de la retraite bientôt? Pensez-vous que je resterai à moisir dans ce pays? Je viens d'une ville bordée de plages. Je n'avais qu'à marcher 5 minutes pour me rendre à telle plage, n'est-ce pas, sur le rivage, comme on dit, n'est-ce pas, chez nous. Je n'avais qu'à marcher 5 minutes pour me rendre au bord de mer, peut-être 20 minutes pour me rendre, n'est-ce pas, à l'Abadi. Si ce pays-là était stable, vous pensez vraiment que je passerais ma retraite au Canada? Voyons donc. Mais essayons d'imaginer. Tous ces Haïtiens qui vivent en terre étrangère et qui ont aujourd'hui les moyens, qui ont étudié, qui ont acquis des biens, n'est-ce pas, dans ces divers pays où nous avons été exilés. Si Haïti était devenu un pays stable, je refinancerais ma maison. Je ramasserais tout ce que j'ai ici pour aller vivre dans mon Cap natal où je serais beaucoup plus utile que je ne le suis ici. J'enseignerai à mes compatriotes, je transmettrai, n'est-ce pas, à la nouvelle génération les quelques expériences que j'ai acquises ailleurs. Il y a un économiste qui a évalué les avoirs des Haïtiens seulement aux États-Unis à quelque chose comme, écoutez bien, le chiffre il est astronomique, à quelque chose comme 500 milliards. On ne parle pas seulement d'argent qu'on a en banque, on parle de nos biens. Mais imaginez, les Haïtiens aiment Haïti, n'est-ce pas?
de manière viscérale si ce pays-là était stable et si chacun d'entre nous avait la paix. Moi, pour rentrer au Cap-Haïtien, il construit une école. Faire don de ma bibliothèque à ma ville, n'est-ce pas? Y acheter un petit bout de terrain pour construire enfin quelque chose chez moi. Les États-Unis perdraient. Déjà, Miami perdrait de son lustre. On irait peut-être là pour 2 jours, pour 3 semaines, 4 semaines, mais à la saison d'ouragan, n'est-ce pas, on foutrait le camp vers nos villes respectives. Vous pensez que les États-Unis ont intérêt à ce qu'Haïti soit un pays stable? Imaginez, vous êtes des Cailles, n'est-ce pas? Imaginez, vous êtes de l'Ouest. Imaginez, vous êtes du Sud, du Sud-Est, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous trouverait une façon de passer 6 mois en Haïti, 6 mois ailleurs. Mais pour les 6 mois qu'on passerait en Haïti, l'argent qu'on a dans les diverses banques ici, n'est-ce pas, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, on transférait cet argent vers Haïti. Et on développerait Haïti. Imaginez ce modèle de développement que serait Haïti, que serait, n'est-ce pas, Miami. On a déjà été, vous savez, dans les années 40, le centre du tourisme dans les Caraïbes. Je vais vous le redire. Sous-estimé, plus tard sous ma gloire, Haïti c'était la capitale du tourisme dans les Caraïbes. Les gens venaient de partout pour aller passer des vacances en Haïti. On ne parlait pas de la République dominicaine, on ne parlait pas de la Jamaïque, on parlait d'Haïti. C'était le centre touristique des Caraïbes. Alors imaginez si Haïti redevenait cela. Vous pensez vraiment qu'en hiver, nous sommes au mois de décembre, je serai ici au Canada à me faire geler le cul dans le froid? Mais voyons donc, les amis. Vous pensez vraiment que si Haïti était redevenu ce centre du tourisme, les gens qui se font chier par Donald Trump à Miami, ils seraient là encore? Mais voyons, les amis. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en géopolitique pour comprendre que les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que ça marche en Haïti. Je vais vous raconter une anecdote. Après le tremblement de terre, vous savez, il y avait une velléité de la communauté malveillante des nations étrangères à aider Haïti. Et une fois, il y avait une rencontre où il y avait les bailleurs de fonds internationaux. Et il y avait un ingénieur canadien qui est venu avec un plan de reconstruction de Port-au-Prince, qui a dit, écoutez, c'est faisable. Avec ce que vous promettez, si vous donnez vraiment, on va pouvoir reconstruire Port-au-Prince en 5 à 10 ans. Et puis il y avait, écoutez bien, le gouverneur de la Floride, de l'État de la Floride, qui disait, écoutez, si votre plan est exécuté, moi je n'aurai plus aucune attraction pour la Floride. Est-ce que vous entendez ça? Cet ingénieur à moi parlant, le gouverneur lui a dit, si vous mettez votre plan à exécution, si effectivement on arrive à reconstruire Port-au-Prince en 5 à 10 ans, je n'aurai plus aucune attractivité pour la Floride. Voilà les amis, pourquoi les États-Unis vont tout faire pour qu'Haïti ne redevienne pas le centre touristique. Mais vous savez quoi? Les vaudouisants de qui je suis très proche disent, méchant qu'a dit salvelé, mais agaoudi si bon Dieu voulait. Alors le Canada, c'est le bon cop. C'est un pays malveillant aussi pour Haïti. Mais le Canada joue sa carte de bon cop. Le Canada était au courant des plans malveillants de la France et des États-Unis. On s'est même servi du Canada qui s'est prêté au jeu pour, n'est-ce pas, organiser la magouille électorale pour porter Michel Martelly au pouvoir. C'est le ministre des Affaires étrangères du Canada lui-même, Lawrence Cannon, qui, le premier, a annoncé qu'on n'avait pas accepté un résultat qui n'inclurait pas Michel Martelly. Justin Trudeau, le premier ministre actuel, il est au courant du plan malveillant. Il n'est pas assez fort, c'est un lâche. Il voit bien que les Américains sont malveillants. Il est pris entre les deux, n'est-ce pas? Il a un peu le cœur sensible, mais il est faible. C'est un premier ministre faiblard. On l'a vu lancer les sanctions contre les hommes d'affaires. On l'a vu, n'est-ce pas, se révolter, ne serait-ce qu'une fois contre les Américains, dont les armes tuent les Haïtiens. Mais très rapidement, on lui a coupé le sifflet. Par où sont passées les sanctions? Donc le Canada, c'est le bon cop. Qui s'entend avec le très malveillant américain, le très malveillant français pour créer le chaos en Haïti. Car il y a beaucoup plus de médecins
haïtiens au Canada qu'il y en a à Port-au-Prince. Alors imaginez, Haïti est devenu le premier pays exportateur de cerveau. Haïti est devenu le premier pays exportateur de capital humain. Le Canada, les États-Unis et les autres, n'est-ce pas, se servent de nos capitaux humains pour se développer. Imaginez un instant, si ce pays-là était stable. Vous qui m'écoutez à l'étranger, vous ne seriez pas là, vous seriez peut-être à Jacmel. Vous seriez peut-être au Caille. Vous seriez au Limbé. Ah, je me rappelle, moi, quand je grandissais au Cap, on se rendait à Plaisance, une ville verte, les amis. On se rendait à Port-Margot pour se baigner à la rivière. On se rendait, n'est-ce pas, au haut du Cap pour plonger dans les eaux fraîches du haut du Cap. Je n'avais qu'à marcher quelques minutes pour me rendre à Cormier, quelques minutes pour me rendre à Labadie. Une ville entourée de mer. Qu'est-ce que la Floride représente devant mon Cap natal? Rien que de la merde, je vous le dis. Ce pays tropical, ce pays, n'est-ce pas, de produits organiques, ce pays de produits naturels, ce pays qui a déjà eu une autarcie alimentaire. Devinez qui nous a rendus dépendants des produits dominicains? Le très malveillant Bill Clinton. Alors vous pensez que les États-Unis auraient intérêt à ce que ça marche? Je les emmerde, les Américains. Je vous le dis, aussi longtemps qu'on aura une ambassade américaine à Port-au-Prince, Haïti ne redeviendra jamais stable. Chassons ce foutu ambassadeur. Aussi longtemps qu'on aura ces 3 ambassades en Haïti, Haïti ne sera jamais en paix. Alors, pour avoir la paix, commençons par les fermer, ces 3 ambassades de merde. Je vous avais promis de vous dire ce qui me donne l'espoir. Le CPT ne fout rien, le CPT devrait quitter. Les membres du CPT ne foutent rien, ils devraient démissionner. Je vous l'avais dit, l'aune à laquelle j'allais mesurer leur travail, c'est la sécurité. Puisqu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème des sécurités, il faut qu'ils partent. Et à partir de maintenant, j'enlève mon appui au CPT, il faut qu'ils partent. Et vous savez ce qui me donne espoir? Lorsque la Révolution française a éclaté en 1789 et que les planteurs, les gens riches se posaient la question, mais qu'est-ce qui va advenir de notre colonie de Saint-Domingue? Vous savez ce que disaient les bien-pensants français? Ah, ne vous inquiétez pas, les esclaves acceptent leur sort. Ce sont les affranchis qui réclament des droits humains, mais les esclaves, ils acceptent leur sort. Les Noirs, ils acceptent qu'ils sont inférieurs. C'est qu'ils ne savaient pas, les cons. C'est que la révolution haïtienne se préparait déjà du temps de Macandal. Vous savez, lorsque Macandal a lancé sa révolte dans le Nord, Toussaint Louverture était déjà là. Toussaint Louverture a assisté. Il a assisté à l'exécution de Macandal. Eh bien, plutôt que de faire peur à nos frères, à nos ancêtres, eh bien, ils ont plutôt tiré des leçons sur comment faire une révolution sans que les Blancs ne s'en rendent compte. Lorsqu'on a déporté Toussaint Louverture, qui a pris le relais de la révolution? Les soldats de Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe. Lorsque Leclerc a vaincu Toussaint Louverture et qu'il s'est imaginé que désormais ils avaient le contrôle de nos ancêtres, que disait Dessalines? 100 fois je me rendrai aux Français, mais 100 fois je les battrai, car je vous donnerai l'indépendance. Vous savez, je vais vous le dire quelque chose en tant qu'historien, en tant que quelqu'un qui a étudié en management international. On peut faire des prévisions sur tous les peuples, sauf sur le peuple haïtien, je vous le dis. Et c'est ce qui terrorise le département d'État. On pensait avoir tout contrôlé. On a demandé à Duvalier de quitter. On a mis un gouvernement militaire qui opprimait, qui réprimait toute révolte du peuple haïtien. Ben, un certain Aristide est apparu. On ne l'avait pas vu venir, cet Aristide. On a tout fait pour le contrôler, pour mettre un Bazin à sa place. On a tout fait, n'est-ce pas, pour le renverser. De fait, on l'a renversé 3 fois plutôt qu'une.
Mais le département d'État ne l'a pas vu venir. De même que les Français n'ont pas vu venir un Macandal, on n'a pas vu venir un Toussaint Louverture, on n'a pas vu venir un Dessalines. Je suis sûr que quelque part, nos ancêtres préparent déjà un leader. On ne le voit pas, on ne le connaît pas. Et lui viendra. Il fermera ces 3 putains d'ambassades qui nous empêchent d'avoir la paix. Ces 3 putains d'ambassades qui foutent la merde chez nous. Et là, Haïti sera ce phare que Victor Hugo avait prévu. Haïti, c'est un phare. Haïti, c'est le modèle de l'autodétermination des peuples. Haïti, c'est le modèle de la liberté de toutes les races. Haïti, c'est le modèle de l'égalité des races. Haïti, c'est le modèle, que dis-je, de la vraie indépendance. Non pas celle qui se donne, non pas celle qui se prête, mais celle qui s'arrache avec du sang. Quand ils croient nous contrôler, l'haïtien dit à Gaou, dit si bon Dieu voulait. Quand ils pensent nous terroriser, le vaudouisant dit si bon Dieu voulait. Il faut que le CPT tombe. Qu'on ait une véritable transition. Qu'on ferme ces putains de 3 ambassades qui foutent la merde chez nous. Et qu'on reprenne le contrôle de notre destin. Les amis, bonne fin d'année. Je sais que nous sommes terrorisés, je le sais. Bonne fin d'année quand même. Je sais que nous avons peur au ventre. Mais ce qu'on projette sur Haïti n'est pas Haïti. Barbecue n'est pas Haïti. ISO n'est pas Haïti. Le CPT n'est pas Haïti. Ces profiteurs ne sont pas Haïti. Ces corrompus ne sont pas Haïti. Ces inconscients ne sont pas Haïti. Quand vous avez le sang de Dessalines dans les veines, vous pouvez tomber 100 fois, mais 100 fois vous allez vous relever. Bonne semaine les amis. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Gardons le moral. Car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, à bas les Américains. Vive Haïti, à bas les Canadiens. Vive Haïti, à bas les Français. Vive l'immortel Dessalines. Au revoir.